Bienvenue à tous. Après 10 ans de guerre et de violence, la Libye semble être sur le bon chemin vers, enfin, la paix civile. Le pays est l'objet de toutes les convoitises énergétiques, géographiques, géopolitiques, et les puissances voisines ou plus lointaines se sont invitées dans son drame d'abord humain, ce qu'on a plutôt tendance à oublier. Dès 2015, le Maroc s'était investi dans la recherche d'une solution pour la paix. C'était Skhirat et d'autres rencontres allaient suivre, avançant lentement, progressivement, mais sûrement vers une réconciliation générale. Après la conférence de Berlin II, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait dit qu'il n'y aura pas de solution berlinoise à un problème d'Afrique du Nord et les faits semblent lui donner raison. En seconde partie, nous irons en Europe et aussi aux États-Unis pour essayer de comprendre la nature de l'Alliance nord-atlantique. Rudement secoué par l'ancien président Donald Trump durant son mandat, l'OTAN est plus ménagée par son successeur Joe Biden. Mais pour autant, peut-on dire et prédire un avenir serein pour cette alliance, les Américains semblant ne plus vouloir payer pour la défense d'alliés considérés comme plutôt incertains. Avec nous sur le plateau pour en parler, Cherkaoui Roudani, bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Hafid Boutaleb, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'Institut des relations internationales de Paris et spécialiste en géopolitique. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, la guerre civile a déjà 10 ans passé et ces dernières années, elle a été aggravée par l'intervention des armées régionales et d'autres venant de pays plus lointains, attisant le conflit sur fond de lutte entre les différentes factions et aussi l'expression d'ambitions diverses. Le Maroc, pourtant invité à la conférence de Berlin II sur la Libye, n'y a pas répondu, mais a reçu les hauts responsables libyens à leur retour d'Allemagne. En partant de Berlin, ils étaient à Rabat. Alors, une question groupée pour vous deux. On commence par vous, Hafid Boutaleb. Où en est-on après 10 ans et quelle est votre lecture de ces 10 ans de conflit? Finalement, 2021 s'annonce sous de bonnes auspices, même si on peut dire que les tensions demeurent. Après 10 ans de guerre civile, c'est difficile de dissiper toutes les tensions qui sont nées, avec tous les morts, les blessés, et puis les images assez dures. On se souvient de ces images de l'esclavage, la bataille de Tripoli l'an dernier, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a le Forum pour le dialogue politique libyen qui rassemble toutes les factions. Il y a un dialogue, il y a une volonté internationale de débloquer la situation. Les combats ont considérablement diminué et surtout, il y a un horizon, puisqu'il y a les élections le 24 décembre 2021. Ces élections sont les premières depuis 2014 et en principe devraient se tenir de manière pacifique, mais il faut travailler pour. Il y a encore 6 mois devant, il faut travailler pour, et devrait permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique plutôt légitime, avec un consensus national autour, et puis entreprendre le travail de développement qui est donc la prochaine étape la plus importante, c'est-à-dire reconstruire le pays et relancer le pays un peu dans le développement au profit du peuple libyen qui a, je pense, suffisamment souffert après 10 ans de guerre civile. Vous y croyez aux élections du 24 décembre? Oui, aujourd'hui, tous les signaux montrent que quand même, les élections, tout le monde est d'accord pour qu'elles aient lieu. Alors, bien sûr, il y a aujourd'hui toujours des tensions, on est à 6 mois avant, mais tout porte à croire que quand même, au vu de l'implication de tous les États, le Maroc y compris, et le peuple libyen lui-même, on s'oriente vers de futures élections. Il y a eu des élections, mais restreintes au forum du dialogue politique libyen, qui compte quelques dizaines de membres. Donc c'est pas vraiment des élections, mais elles ont pu avoir lieu entre ces factions-là. Alors maintenant, il faut voir comment ces factions peuvent déployer ce même effort-là à l'échelle des 6 millions de Libyens. Et donc là-dessus, moi j'y crois, beaucoup de gens y croient, mais c'est difficile, il faut continuer, rien n'est facile. On va reparler de l'implication du Maroc. À vous, Cherkaoui Roudani, quelle est votre lecture après 10 ans? La guerre civile a commencé en février, mars, je pense, 2011, la mort de Kadhafi à la fin de l'année, et 10 ans après, on en est où? Écoutez, il me semble que c'est très important de souligner certaines réalités de ce pays-là. Parce que si on veut analyser vraiment la situation en Libye, on ne doit pas remonter juste en 17 février 2011, la chute de Muammar al-Kadhafi, ou bien la résurgence d'une contestation populaire qui a amené au départ de Kadhafi ou bien au régime Kadhafi. Mais il faut remonter dans le temps. Depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, la Libye a été partagée entre deux puissances, la France dans la région de Fezzan et la Grande-Bretagne dans la région tripolitaine et Cyrénaïque.
Après, donc, il y avait ce qu'on appelle l'indépendance de la Libye, ce qu'on appelle le Royaume-Uni de la Libye en 1954. Donc, depuis, il y avait le coup d'État sur le roi Idriss Ier en 1969. À partir de cette date-là, il faut analyser la Libye. Il faut regarder la Libye avec une autre vision et déstructurer ce qu'on appelle le déconstructivisme de Derrida, c'est-à-dire des champs politiques, des équations politiques. L'ère de Kadhafi, ce n'était pas un État, parce qu'aujourd'hui, dans l'environnement géopolitique dans lequel nous sommes, dans le nord de l'Afrique ou bien de la Méditerranée de l'Ouest, ou bien le nord de la Méditerranée, ou bien l'Est de la Méditerranée, pour survivre dans cette situation, il faut être un État-nation. Aujourd'hui, la Libye n'est pas un État-nation, un État. Il n'y a pas la nation. Parce que c'est un pays où il y a plusieurs composantes tribales. Il y a les Ouarfali, il y a les Toubous, les Touaregs, il y a les Berbères, il y a aussi les Toubous. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, aujourd'hui, nous sommes à 1600 milices militaires. Donc on parle de... 1600 milices milices, oui, voilà. 1600 milices militaires surarmées. Il y a une influence, ni de dire des ingérences étrangères, donc des équations géostratégiques qui sont en train de se faire et de se calculer au détriment des intérêts des Libyens depuis très longtemps, depuis 2011, 2012. Donc la Libye jusqu'à maintenant, politiquement parlant, il est coupé en 3, même pas en 2. Bien sûr, il y a le Tripoli, il y a Tobruk, mais il continue de... essayons d'analyser ce qui s'est passé dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Récemment, il y avait la mort de Driss Déby par des rebelles qui sont stationnés dans la région de Vzaz. Juste au sud de la Libye. Voilà, tout à fait. Montre que la situation est plus grave que ce qu'on pense. Parce que lorsque vous avez des ambitions et vous n'avez pas des compétences et le talent pour avoir et pour asseoir cette ambition, ça devient un crime aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation en Libye, c'est une situation compliquée. Il y a des intérêts enchevêtrés de plusieurs États puissants. Il y a aussi donc un environnement géopolitique qui a des tendances vers le bellicisme. Donc aujourd'hui aussi, il y a, lorsqu'on voit les incohérences des États européens vis-à-vis de cette situation libyenne, les incohérences des États pays arabes vis-à-vis de cette situation en Libye, lorsqu'on voit le multilatéralisme international vis-à-vis de cette situation, on comprend que la Libye, il y a une guerre par procuration. Donc c'est le terrain d'une guerre, d'une philosophie de restructuration de l'ordre géopolitique de la Méditerranée. Si vous me permettez, on va parler des influences, mais vous avez utilisé un terme plus intéressant qui est celui d'ingérence. Et donc, vous allez avoir l'occasion d'expliquer ça. On va rester sur le diagnostic rapide. Dans quel état se trouve le pays aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il est détruit, les installations, les infrastructures? Oui, les infrastructures détruites. Alors, surtout la chute drastique des exportations d'hydrocarbures. On sait que la Libye, il faut le rappeler, est un pays dont les ressources sont principalement basées sur l'exportation d'hydrocarbures, et la crise depuis 10 ans a considérablement réduit la capacité de production et d'exportation. Et là aussi, on mentionne le coût humain, puisqu'on parle de 50 000 morts depuis 2011. 50 000 morts dans un pays de 6 millions d'habitants, c'est presque 1% de la population. C'est pas rien. Ça fait beaucoup. Il y a aussi, comme l'a mentionné M. Charqaoui, c'est la crise de l'État-nation qui a ressurgi de manière très aiguë. C'est-à-dire qu'effectivement... Il n'y a jamais eu d'État-nation, finalement, tout à fait, avec tout détruit. Et il faut rappeler que déjà, les Turcs étaient présents jusqu'en 1911, très fortement. C'était une occupation... C'était les Ottomans, plutôt. Les Ottomans, oui. Bon. Et après, il y a eu cette invasion italienne très dure, puisque les Italiens se sont comportés sauvagement avec le peuple libyen, avec les bombardements, les massacres. Et puis, ils ont aussi considérablement tribalisé le pays et réduit toute velléité d'émergence d'une identité nationale. Ça a été accentué par le long règne de Kadhafi, 40 ans. Et ensuite, alors, comme l'a souligné M. Charqaoui, effectivement, le colonel Kadhafi a effacé le peu d'institutions qui ont été construites sous le roi Idriss Ier. Et aujourd'hui, plus que jamais, le pays est divisé. Et donc, pour faire émerger une identité... Vous savez que même le mot Libye, c'est un mot récent du XXe siècle.
Avant, on parlait de Tripoli, à l'époque ottomane, pendant des siècles. Donc le mot Libye est un nouveau mot pour les Libyens eux-mêmes. Donc effectivement, c'est difficile aujourd'hui de cimenter une identité nationale après 10 ans de guerre civile, 40 ans de dictature, une occupation italienne et puis 4 siècles de présence turque. Et donc, aujourd'hui, le plus important, c'est d'abord construire des institutions, un État démocratique, et ensuite cet État démocratique et ces institutions-là se chargeront de cimenter l'identité nationale. Très bien. Voilà. Donc, et aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est un État exsangue, c'est un pays exsangue, avec beaucoup de divisions, et surtout avec le PIB, je le rappelle, a été divisé par 4 entre 2011 et aujourd'hui, là où d'autres PIB ailleurs ont été, eux, multipliés par 4. Donc on voit bien le recul pour un pays d'hydrocarbures. Il faut relancer la production d'hydrocarbures, assurer l'augmentation des recettes, puis assurer l'indépendance, et ainsi de suite. Voilà. Donc ravager économiquement, ravager au niveau des infrastructures. Et bien sûr, rapidement, le fait qu'il n'y ait pas de Maghreb, le non-Maghreb à l'échelle régionale n'aide pas. Puisqu'on voit bien que dans des pays comme dans les régions comme la CEDEAO, des pays comme le Mali, le Burkina Faso, qui sont exsangues, mais ils sont aidés par la communauté régionale. Ici, il n'y a pas de communauté régionale et donc ça n'aide pas et ça encourage les ingérences. À défaut de communauté régionale, il y a le Maroc qui fait le travail, on en parlera tout à l'heure. Cheikh Ouroudani, vous avez commencé à parler des ingérences extérieures. Alors il y a les Européens, mais il y a aussi les Russes et les Turcs. Hafid Boutal parlait d'intérêt économique, d'intérêt hydrocarbures. Alors, les Russes et les Turcs sont alliés dans certaines régions, mais ils sont plutôt opposés en Libye. Alors, c'est quoi les intérêts des uns et des autres et comment ça se passe et comment ça s'articule tout ça avec les Européens aussi? C'est une très bonne question, si vous mais permettez-moi aussi de revenir sur un point qui est très important. Oui, parce que aujourd'hui, lorsque vous parlez de la Libye, vous parlez de 1 800 000 km². Vous parlez de 90%, c'est-à-dire 3 fois la superficie de la France. Donc c'est assez vaste, beaucoup vaste, plus qu'on pense. Donc 90% de la population libyenne est installée à 10% de cette superficie. Donc c'est-à-dire de la région de Tobruk, El Beïda, Misrata, jusqu'à Tripoli. Tripoli, et après donc vous avez la région et vous avez un petit peu donc Sebha. Donc c'est un pays qui est vaste, un pays qui est très compliqué. 90% de produits intérieurs bruts viennent du pétrole. Donc un pays qui est méditerranéen, un pays qui est limitrophe à 6 pays, à la Tunisie, à l'Algérie, au Niger, au Tchad, au Soudan et à l'Égypte. Donc aujourd'hui on parle d'une géopolitique d'un pays qui est vraiment certaines caractéristiques très difficiles, très compliquées, parce qu'on parle de la bande sahélo-saharienne, une bande qui connaît une métamorphose sécuritaire avec la résurgence des groupes terroristes, avec un éparpillement de 8 milliards de dollars d'armes légères à post-Kadhafi dans la région et la sous-région. Donc on parle effectivement de cette ingérence des forces extrinsiques dans l'équation libyenne, parce qu'aujourd'hui on parle de 15 000 mercenaires tchadiens, 11 000 mercenaires soudanais, on parle des mercenaires d'une société russe Wagner, on parle des mercenaires turcs. Donc ça, c'est un rapport qui a été émis par l'ONU récemment et qui parle vraiment de ça. Sachant bien, et il me semble très bien de souligner ça, que ce rapport, il est sous-évalué parce que la réalité dans le terrain libyen, il est plus grave que ça. Parce qu'on parle, comme je viens de vous dire, de 1600 milices surarmées, donc avec des idéologies, avec une reconfiguration idéologique différente, avec une structuration qui dépend des alliances étrangères. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de la Russie, elle est en Libye, bien sûr par opportunisme, parce qu'elle veut tirer profit. C'est un retour en Afrique de la Russie. C'est pas un retour. La Russie elle était toujours en Afrique, il faut le dire. Les services de renseignement russes, ils sont toujours en Afrique, ils étaient toujours en Afrique. Au renseignement, oui, mais parce que depuis 90, avec Eltsine, ils ont reculé. Oui, c'est un retrait tactique, mais pour préparer une autre stratégie avec des cohérences bien adaptées. Donc je pense aujourd'hui la Russie, il est là par opportunisme, parce qu'il doit tirer profit de la situation que connaît la Méditerranée orientale et sa présence en Syrie. Donc, il est en train de mettre en place des structures profondes pour qu'il puisse
continue d'exister et concurrencer la présence des Américains et de certains pays européens dans le nord d'Afrique. La Turquie, c'est aussi, il y a une guerre aujourd'hui, il faut le dire, avec courage et avec audace. Aujourd'hui, le monde, il est dans une guerre de gaz et d'hydrocarbures. On parle aujourd'hui de la géopolitique des hydrocarbures. La Libye, 90%, donc les caractéristiques du pétrole. À prendre, quoi. Voilà, c'est un pays qui fait partie de l'OPEP. Fait partie de l'OPEP. C'est un pays qui est à proximité des pays européens. C'est un pays qui a une grande quantité abondante du pétrole avec une qualité qui est très très importante. Donc on parle d'une guerre et une répartition des ressources énergétiques à l'échelle internationale. D'ailleurs, lorsqu'on voit cette stratégie d'alliance entre la Turquie et la Russie sur la mise en place de Turk Stream, le pipeline qui a été inauguré par Poutine et par Tayyip Erdogan récemment, on voit que vraiment il y a une stratégie de géopolitique de gaz pour essayer d'avoir une certaine mainmise sur la géopolitique du gaz de l'Europe de l'Ouest. Mais il y a un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette guerre de gaz, parce qu'aujourd'hui, la France, pourquoi il est intéressé par la Libye? La France, il est depuis très longtemps, il s'est vu qu'il est un petit peu dans une situation difficile et compliquée. Devant le cartel anglo-saxon, anglo-américain, si vous acceptez le terme, du pétrole et du gaz, la France s'est trouvée dans une situation très difficile et compliquée pour qu'il puisse continuer d'exister dans le schéma du gaz et du pétrole mondial. Donc de là, on peut comprendre certaines perceptions européennes dans l'équation, avec certains paramètres intrinsèques de cette équation, certains paramètres bien sûr visibles pour certains et invisibles que pour certains services de renseignement occidentaux et même certains pays arabes. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, l'enjeu, il est immense, l'enjeu, il est très important et l'équation libyenne, c'est une équation sur une solution, il faut le dire, avec courage, parce que moi, je pense, le 24 décembre, les élections présidentielles et législatives, c'est très difficile, c'est très compliqué pour vraiment essayer de... On va revenir tout à l'heure sur l'intervention, enfin, l'implication du Maroc et vous nous direz ce que vous pensez des élections le 24 décembre. J'ai posé la question à Hafid Boutaleb, il a répondu à ça. Alors Hafid Boutaleb, vous êtes d'accord avec ce que dit Chirkaoui Loudani sur les enjeux hydrocarbures, les enjeux énergétiques des Européens? Et quel est le rôle ou l'intérêt pour les Allemands à quelques semaines du départ de Angela Merkel de son poste de chancelière, qu'elle occupe depuis quand même une quinzaine d'années, 14 ans, depuis 2007? Quel est leur intérêt? Pourquoi cette conférence de Berlin première, pourquoi la deuxième, sachant que l'Allemagne a aussi son Nord Stream, puisqu'on parlait des gazoducs, son Nord Stream 2, son Nord Stream 1. Quels sont les enjeux? Au-delà des hydrocarbures, est-ce qu'il n'y a que l'énergie ou il y a aussi autre chose? La migration peut-être? Il y a l'immigration, il y a l'enjeu sécuritaire. On se souvient qu'avec la chute du colonel Kadhafi, une des premières conséquences a été l'afflux considérable d'armes. Monsieur Chirkaoui parlait des mercenaires, des mercenaires soudanais, tchadiens, mais l'afflux des armes à l'extérieur de la Libye, vers des théâtres d'opération. La situation insurrectionnelle qui avait eu lieu au nord du Mali, dans la Zawad, et qui a justifié l'opération Serval par François Hollande. Et ça, c'était la première conséquence. Et on se souvient des scènes de l'installation d'un émirat djihadiste au nord du Mali. Ça, c'était la première conséquence. Et puis, il y en a eu d'autres. La situation aujourd'hui au Sahel a commencé à atteindre ce stade inquiétant, depuis l'écroulement de l'État libyen, ou de ce qu'on pouvait appeler à l'époque l'État. Donc sécuriser la Libye pour assécher un peu les groupes terroristes du Sahel. Voilà, exactement, et préserver un peu comme ce qui s'est passé en Libye, préserver les intérêts sécuritaires de l'Union européenne, puisque quand la situation devient trop insurrectionnelle, trop dangereuse, ça finit par se répercuter à travers des attentats dans les capitales européennes. Et ça, les Européens n'en veulent pas, ce qui est tout à fait normal. Après, il y a bien sûr l'enjeu énergétique. L'Allemagne a un vrai souci à ce niveau-là, c'est que par référendum, les Allemands ont rejeté la solution nucléaire. Et vous savez que l'Allemagne avait beaucoup parié sur le nucléaire. Et donc aujourd'hui, ils sont forcés de fermer leurs stations nucléaires. Donc, ça fait un manque à gagner considérable. Et les Allemands avaient fait ça par souci écologique, mais bon, ça ne règle pas trop la situation, puisque depuis, l'Allemagne construit des stations charbon et est revenue aux hydrocarbures, au pétrole, etc., au fioul. Et donc, par conséquent, elle doit nécessairement assurer son approvisionnement au maximum. Et puis, il faut souligner aussi que l'Allemagne, aujourd'hui, se considère comme la première puissance en Europe. Elle voit l'Europe
revanche un peu historique de ce qui s'est passé dans l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Son rôle aujourd'hui, on a vu comment l'Allemagne a traité un peu la Grèce en 2015 avec la crise. Et puis finalement, aujourd'hui, l'Allemagne, en défendant les intérêts de l'Union européenne, pense à ses propres intérêts. Eh bien, voilà, elle est dans une approche de domination, elle est dans une approche de puissance, et les Allemands ont une très forte idée de puissance. Ça vient aussi du fait qu'il faut le rappeler, ça reste une jeune démocratie, puisque l'Allemagne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, date de 30 ans à peine. Et puis, donc, elle est en train de se construire et de construire ses alliances, de construire sa vision. Le rapprochement avec les Russes de Poutine inquiète un peu aussi. Bien sûr, mais peut-être qu'on en reviendra dans la deuxième partie du sujet, mais cela ne va pas sans de graves erreurs géopolitiques, géostratégiques, on va dire un petit peu, qui prouvent un certain amateurisme, en tout cas par rapport à d'autres chancelleries qui sont déjà bien installées dans la région, comme la France, comme les États-Unis, etc., qui ont une approche un peu plus subtile, et donc ce qui peut expliquer que des fois, il y a des couacs qui peuvent se produire avec Berlin, notamment ce qui s'est passé avec le Maroc. Et donc, bon, après, pour les autres puissances, les Turcs, il faut souligner qu'il y a une présence militaire turque sur le terrain à Tripoli. Et donc, c'est ce qui avait fait que le maréchal Khalifa Haftar n'avait pas pu conquérir la ville de Tripoli, c'est parce qu'il y avait l'armée turque, pas des mercenaires. Donc l'armée turque a bien sûr aidé de mercenaires parallèles, mais il y avait l'armée turque. Et donc, ça c'est un peu dommage, puisque... Les Turcs qui se déploient un peu partout. En tant que Maghrébins, bien sûr, mais le départ américain. En tant que Maghrébins, on aimerait la plus totale indépendance. On connaît l'histoire du Maghreb avec le mot indépendance. Eh bien, on aurait souhaité qu'il n'y ait plus les Turcs qui reviennent plus en Afrique du Nord. Maintenant, ils sont revenus. Il y a aussi les Russes, il y a les Égyptiens. Il ne faut pas oublier, l'Égypte aussi s'implique considérablement avec les Émirats, avec l'alliance contre les frères musulmans, puisque le gouvernement de Tripoli de Fayez Sarraj était suspecté. Une véritable mosaïque d'intervention. Voilà, et était suspecté d'être un peu dans cette nébuleuse de frères musulmans, et ainsi de suite. Donc vraiment, ce qui se passe aujourd'hui en Libye est un peu, voilà, comme vous dites, une mosaïque de ce qui se passe à l'échelle globale. Et donc on retrouve, chaque fois qu'il y a aujourd'hui un théâtre d'opération qui s'ouvre, on retrouve toutes les puissances qui vont s'impliquer là-bas pour défendre chacune ses propres intérêts, au détriment, bien sûr, de l'intérêt des populations locales. Il y a tellement d'encombrements qu'ils n'ont pas laissé de place à la Chine, apparemment. C'est la seule qui n'est pas là, enfin, officiellement. Vous parliez tout à l'heure des élections. Le Maroc a commencé son implication, son intervention diplomatique. On en parlait tout à l'heure hors antenne, en 2015, avec la conférence de Skhirat. 5 ans, 6 ans après, il s'est passé ce qui s'est passé. Là, on parle des élections. Alors, comment on peut faire le lien entre les deux élections qui sont prévues à la fin de l'année, peut-être le rôle du Maroc, qui n'était pas à la conférence de Berlin à laquelle il avait été invité, sachant qu'il n'avait pas été invité à la première. Donc il se passe un certain nombre de choses, mais je pense, vu que les plus hauts responsables libyens sont venus à Rabat après avoir été à Berlin, qu'il y a ce rôle du Maroc. Comment vous articulez tout ça ? Je vous reste quelques minutes avant la pause, mais on continuera pour la seconde partie. Écoutez, si on parle par exemple de la conférence de Berlin, la première conférence de Berlin, même la deuxième, il faut le savoir, c'était un grand fiasco. D'ailleurs, parce que lorsqu'on parle de cessez-le-feu, il n'y avait pas un cessez-le-feu. Jusqu'à maintenant, il y avait des hostilités entre les deux parties et entre les milices qui sont sur un mec qui travaille avec cette partie ou bien l'autre partie. Aujourd'hui, on parle par exemple de l'embargo sur les armes qui proviennent de l'étranger. Jusqu'à maintenant, il y a des armes qui rentrent en Libye. On parle d'une solution politique globale. Une solution politique globale sur quoi ? Sur quelle base ? On parle d'un retrait des mercenaires et des influences et des ingérences des forces étrangères. Jusqu'à maintenant, les États puissants et d'autres États continuent d'exister sur le terrain libyen. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, il a fait ce qu'il doit faire en tant que pays du Maghreb, un pays conscient des enjeux géopolitiques, de la déstabilisation et de la situation catastrophique qu'on connaît la Libye sur la question sécuritaire, sur la question de sa sécurité nationale aussi, sur la question de la Méditerranée. Donc il a joué un rôle très important. Je pense qu'il continue de jouer un rôle très important et ça explique donc récemment les visites officielles du ministre des Affaires étrangères libyen et aussi donc, le président du gouvernement intérimaire de l'Union nationale. Aussi, on parle des accords de Skhirat, c'était vraiment le fondement de ce qu'on sommes en train de parler aujourd'hui. Donc on parle des pourparlers de Bousdika, des pourparlers de Tanger. Donc vraiment, le Maroc, c'est un fer de lance de la diplomatie, une diplomatie vraiment pérenne et solide concernant la situation de la Libye
afin de mettre en Merci. place vraiment une feuille de route capable de sortir ce pays du chaos qu'on connaît jusqu'à maintenant. Merci. Et Aziz, rapidement. Non, on se retrouve dans quelques instants après la pause. On se retrouve pour la deuxième partie du débrief. Nous parlions de la guerre et de la paix en Libye avec Hafid Boutaleb et Cherkaoui Roudani. Juste avant la pause, vous vouliez apporter une précision sur le rôle du Maroc sur les élections de la fin d'année. Un petit point historique. Le roi défunt souverain Idriss Ier, roi de Libye jusqu'en 1969, était d'origine marocaine, idrisside, puisque les Sénoussi, la dynastie qui régnait, est une dynastie qui trace son origine à Idriss Ier, le fondateur de l'État marocain, et puis Idriss II, fondateur de la ville de Fès. Et donc, souvent, ce roi-là venait au Maroc pour aller se recueillir sur le tombe de son ancêtre, à Moulay Saran. Donc, il y a un lien historique qui n'est quand même pas à négliger, puisqu'on parle du roi de Libye. Après les 40 ans de turbulence Kadhafi, oui, il y avait des relations. D'accord. Alors, on passe à l'axe 2, qui est l'énigmatique relation entre l'OTAN et l'Union européenne, avec les États-Unis en toile de fond. Et dans l'évolution à laquelle on assiste à l'OTAN, les États membres de l'organisation continuent de voir leurs intérêts de sécurité diverger progressivement sans que cela prenne un caractère résolument antagoniste. Les États-Unis semblent de plus en plus isolationnistes, unilatéraux, et les Européens en quête d'une défense propre, avec la Chine qui se trouve en embuscade. Donc on va revisiter un petit peu, on va discuter un petit peu de cette relation de OTAN-Union européenne qui n'est peut-être pas si claire qu'elle en a l'air. Alors après le mandat Trump, Cherkaoui Roudani, est-ce que vous pensez que Joe Biden est renoué avec l'atlantisme, le multilatéralisme, ou alors ça reste au niveau des bonnes intentions et du verbal? Écoutez, moi je pense que dans la perception et la stratégie politique américaine, il y a un establishment, il n'y a pas un président. Il ne faut pas essayer de personnaliser la décision d'un grand État comme les États-Unis. Il y a un système, le système il y a un politique système, il y a un américain, establishment puissant, très fort. Il a une vision stratégique sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Bien sûr, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'OTAN en tant qui rentre dans ce qu'on appelle les organisations multilatérales sécuritaires, on parle vraiment des divergences des idées. Aujourd'hui, les Américains, tout simplement, ils disent aux Européens, il ne faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, pour qu'on puisse continuer d'exister, pour qu'on puisse avoir des convergences des idées sur certaines équations géostratégiques, essayer de convenir à une stratégie, une conception stratégique globale. Par exemple, aujourd'hui, il y a certains États européens qui sont en train de mettre la main, qui est en train de travailler une stratégie avec la Chine, d'autres avec la Russie. Lorsqu'on voit par exemple la dislocation dans la stratégie militaire dans la guerre en Syrie, on voit vraiment qu'il y a une divergence des idées et une divergence de tactique et de stratégie militaire. Donc les Américains, tout simplement, on ne peut pas vous payer votre sécurité sur le dos du contribuable américain. Il faut payer votre sécurité. C'est-à-dire, on demande, d'ailleurs c'était en 2006, ils ont demandé aux États européens d'augmenter leur budget militaire, par exemple, les 4%, Américains. Si je me souviens bien. Voilà, de 2%. 2% pour aller à 4 ou pour aller à 2? Voilà, pour aller à 4. Pour aller à 4, voilà. Pour aller à 4, je pense aujourd'hui. Et devant cette situation-là, donc, il est très important de souligner que le multilatéralisme, aujourd'hui, il est vraiment dans un état difficile et compliqué, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe avec la Crimée en Russie, donc on voit dans l'Afrique de l'Ouest, on voit par exemple dans la Méditerranée, donc ça l'antagonisme qui joue un jeu voilà, assez particulier donc au tout niveau ça. de l'OTAN. Donc je pense qu'il n'y a pas une vision globale. Les États européens comptent sur les Américains, mais les Américains refusent de continuer avec cette configuration budgétaire aux Européens, parce que les Européens, parfois, ils disaient, voilà, nous avons une politique de sécurité, de défense collective européenne. Ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle le PISC, c'est une force collective de défense, et aussi, donc, rester avec l'OTAN. Donc, les Américains demandent, exigent une reconfiguration au niveau de l'interopérabilité des militaires, et aussi une reconfiguration
coopération sur certains enjeux géostratégiques, parce qu'aujourd'hui, comme les Américains sont en train de parler d'une architecture du système de défense américain à l'échelle du globe, à l'échelle internationale, on parle maintenant du South Atlantic Command, qui, à partir du Maroc jusqu'à le Brésil, qui va gérer cet environnement sécuritaire si compliqué, c'est très difficile. Et donc, c'est très important de voir qu'aujourd'hui, le monde il est en train de bouger, il est dans une dynamique très difficile, avec des tendances géopolitiques qui sont aussi compliquées et avec des équations qui sont enchevêtrées, américaines et européennes, et aussi d'autres pays comme les pays, par exemple le Maroc est un pays, un pays allié, non membre de l'OTAN. Très bien. Donc vous êtes en train de dire que Joe Biden a repris l'argument un peu brutal de Trump vis-à-vis d'Angela Merkel de payer, nous n'allons pas vous payer votre sécurité. Bon, il a dit ça à sa manière. Donc vous êtes en train de dire finalement que... C'est le langage qui change. Voilà, c'est le langage qui change, mais la stratégie est la même. Alors, Hafid Boutal, parlons un peu de la Chine dans tout ça, parce que bon, il y a toujours la Chine, quelque part, qui dispute le leadership militaire, économique aux États-Unis, tout en se rapprochant économiquement de l'Union européenne. En fin d'année dernière, il y a eu la signature de l'accord global d'investissement, donc entre l'Union européenne et la Chine. Le Parlement européen l'a suspendu il y a un mois, d'accord, on sait. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans pour confirmer ce que dit Sharqawi ou pour l'infirmer, contradiction, c'est-à-dire vous êtes en train de travailler avec les Chinois, vous voulez qu'on assure votre défense. C'est ça. Est-ce que l'intérêt finalement des Américains n'est pas de découpler Union européenne-Chine, Union européenne-Russie, Russie-Chine finalement? Il y a une convergence, il y a une divergence de vues, comme le soulignait Sharqawi, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire depuis l'émergence de la monnaie, depuis l'adoption de la monnaie unique en Europe, les divergences entre les États-Unis et l'Union européenne ne cessent d'augmenter. On connaît le rôle du dollar dans l'histoire de la puissance américaine, et puis l'Amérique défendra toujours ce rôle-là. C'est normal. Et vous parlez de la Chine qui se rapproche, l'Union européenne aussi se rapproche d'autres alliés, ne veut plus rester. Et l'OTAN, c'est vrai, consacrait un certain suivisme, faisait de l'Europe et des pays européens une sorte d'État satellite de la puissance américaine, parce que ça correspondait à une situation historique particulière. Aujourd'hui, cette situation est complètement dépassée. Donc c'est un vestige de la guerre froide, en réalité, l'OTAN. Oui, tout à fait. En face, le pacte de Varsovie. On parle en face, il y avait le pacte de Varsovie, et aujourd'hui, même en Russie, à Moscou, on se pose la question à quoi sert aujourd'hui cette alliance, puisque c'était vraiment pour contrecarrer le bloc soviétique. Peut-être qu'on reviendra sur ça tout à l'heure. Mais ça, c'est l'approche transactionnelle américaine aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas fait qu'avec l'OTAN, ils l'ont fait aussi avec l'Arabie Saoudite. On se souvient, vous payez pour qu'on reste 500 milliards de dollars. Après, comme on l'a souligné, ça c'est le langage qui change, mais le fond, il est là. C'est la posture diplomatique très étudiée, très élaborée de Joe Biden, qui est un peu atténue face aux médias et à l'opinion publique. Cette opinion tranchée maintenant et qui est bipartisane à Washington. C'est qu'aujourd'hui, la puissance américaine, il faut la payer. Elle est là, elle existe, elle est beaucoup plus importante que ce qui peut être... mais à regarder ce qu'a fait Joe Biden, avant d'arriver en Europe, il est parti, il a eu déjà une visite bilatérale avec les Anglais, puis le G7, et puis il est parti à Bruxelles pour une réunion avec l'OTAN, et puis il s'en est allé. Voilà. Donc il n'est pas resté en Europe finalement. Et quand on voit l'Union européenne, il y a la France qui parle d'une défense commune, mais il y a les Polonais qui, eux, ne veulent absolument pas entendre ça, ils veulent rester sous le parapluie de l'OTAN. Bon, on peut les comprendre aussi, les Polonais, vu l'histoire. Donc il y a quand même des choses, des contradictions, des antagonismes. Clairement, il y a un antagonisme entre Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, au sein même de l'Union européenne. Sachant qu'ils sont pratiquement en train d'exclure la Hongrie de Orban. Bien sûr, et puis on voit ça sur les questions des minorités sexuelles, LGBT, tout ça. Donc ça, c'est juste une excuse. Effectivement, il y a une question de fond qui se pose chez les Européens de l'Est sur la vision. Ce ne sont pas des Occidentaux, finalement. Voilà. Lesquels Occidentaux ne les considèrent pas véritablement comme des Européens. Eux-mêmes ne se considèrent pas comme des Occidentaux. C'est des Européens de fait parce que c'est un continent géographique. Ouais. Mais eux-mêmes ne sont pas des Occidentaux. Et ils ont très intérêt à garder l'OTAN, puisqu'on sait très bien leur rapport avec le grand voisin de l'Est, qui est aussi avec toutes les déterminants historiques, la Russie. Et donc, ils ont intérêt à ce que l'OTAN continue, ces pays-là comme la Pologne, puisque ça les préserve et les protège. Mais l'Union européenne, elle a d'autres projets. C'est cette force de défense commune.
Et ça, c'est... Ça reste une chimère, ça. Ça reste très compliqué. C'est très compliqué. Ils ont tellement de contradictions. Parce que l'Union européenne n'a pas encore une voie commune diplomatique claire, un son de cloche clair commun. Comment voulez qu'elle puisse avoir une armée commune? Bon, l'Union africaine là, mais c'est pas vraiment une armée commune. Mais ça va prendre du temps, et même si ça voit le jour, ça ne sera pas une armée puissante, dissuasive. On a l'impression qu'ils ne se font pas tellement confiance en Europe depuis quelques années. Alors les Anglais sont partis, les Italiens en ont gros sur le cœur après leur isolement au niveau pendant le Covid. Les Polonais ne font pas confiance aux Allemands et aux Russes, lesquels Russes et Allemands ont fait enfin leur jonction à travers les gazoducs. Donc on a l'impression, le groupe de Visegrad, l'initiative de Trois-Mers, je crois que l'Europe est en train d'éclater finalement. Si on peut voir les choses comme ça. Peut-être pas éclater, mais l'ambition européenne, elle vole en éclats, oui. Le rêve, l'idéal européen. L'idéal européen. Mais effectivement, l'Union européenne et ses institutions existent. Elles ne vont pas être dissoutes demain. Non, ça existe et c'est fort, c'est là. C'est au quotidien de la population européenne. Mais le rêve européen de voir complètement les frontières gommées et puis avoir une nation qui puisse contrebalancer, vous savez, c'est ça, c'est une volonté de puissance, contrebalancer des puissances ordonnées et unies sous un même drapeau que sont les États-Unis et la Chine. Ça, c'est pas pour demain. Et les puissances ces puissances-là que sont les États-Unis et la Chine, mais même la Russie et même la Turquie, continueront de jouer de ces dissensions et ça affaiblira l'Europe au jour le jour. Et puis, ça fera en sorte que ces capitales constitutives de Bruxelles, de la grande capitale européenne, finalement finiront par revenir à chacune défendre ses propres intérêts. Et ça embête beaucoup Berlin, parce que sans l'Union européenne, Berlin, l'Allemagne reste quand même a besoin de ce marché, un petit pays. Voilà. Bon, toutes choses étant égales par ailleurs, relatives, mais ça reste un petit pays par rapport à la Chine et les États-Unis. Voilà. Très bien. Donc, avec les Turcs aussi, ça va un peu dans tous les sens. Alors, quand on dit Turc, j'ai remarqué que vous vouliez avoir une réaction, vous voulez faire une remarque. Donc, je vous pose la question, vous allez faire votre remarque aussi. Quand on parle de la Turquie, donc, qui est excentrée Atlantique Nord, Turquie, bon, on a compris, ça voulait pas dire grand-chose, mais dans la logique de la guerre froide, ça voulait dire grand-chose. Mais il y a le Maroc aussi, qui est un allié majeur, qui a été considéré comme un allié majeur de l'OTAN et qui a un rôle, quelque part, qui est diffus, qui commence à se préciser un petit peu avec les relations plus ou moins troubles qui commencent à s'instaurer avec les Européens, et puis avec ces manœuvres qui reviennent, donc African Line qui revient, les manœuvres qui est en mars au large des Canaries, entre les Américains et les Marocains, l'Espagne qui a été écartée de ce African Line. Comment vous lisez les choses et en quoi le Maroc et les États-Unis, vous avez parlé aussi tout à l'heure, vous avez utilisé un terme d'interopérabilité, et c'est ce qui se passe entre les Américains et les Marocains. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette région du monde, dans la jonction entre Atlantique Nord et Atlantique Sud. Comment vous voyez les choses? Écoutez, moi je pense aujourd'hui, ces manœuvres militaires, si vous parlez par exemple de Lightning Handshake 2021 ou bien Atlas Handshake ou bien l'Africa Line, et maintenant jusqu'au 10 juillet, le Maroc participe aux manœuvres militaires dans la mer Noire de Sea Breeze 2021 avec les États-Unis, avec l'Ukraine. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un schéma évolutif de coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis. Et ça montre aujourd'hui qu'il y a une relation très puissante entre les deux États. Ça confirme aujourd'hui, par exemple, avant-hier, la déclaration du conseiller du président américain. Qui a parlé de la reconnaissance des États-Unis sur la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Aujourd'hui, il y a vraiment une dynamique géostratégique dans la région, la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, pour comprendre un petit peu cette dislocation, ou bien cette déliquescence, et même parfois certaines annonces, on se rappelle très bien l'annonce du président français Emmanuel Macron lorsqu'il disait que le temps, il est dans une situation de mort cérébrale. Il faut essayer un petit peu de regarder la géopolitique de plusieurs régions parce que, par exemple, aujourd'hui, les États-Unis voient dans la région de l'Asie, surtout la région l'Indo-Pacifique, est une région qui est très importante. Si on décortique un petit peu les alliances et les désunions de certains axes stratégiques dans cette région-là et la conflictualité, l'antagonisme géostratégique qui existe, on voit que pourquoi les Américains cherchent un petit peu de reconfigurer et revenir sur ce qu'on appelle les doctrines de Madeleine Albright lorsqu'il a annoncé en 1998 que la règle 3D,
C'est-à-dire essayer un petit peu de... La première chose, il faut dissocier le budget européen du budget de l'OTAN, c'est-à-dire il faut assumer cette responsabilité-là. Il ne faut pas dupliquer le budget européen au niveau de l'armement et au niveau de la défense sur le budget de l'OTAN. Et aussi, il faut dissocier ces deux budgets, donc des États européens avec l'OTAN. C'est-à-dire qu'il faut essayer de consacrer le budget de l'OTAN tout seul avec le budget de votre pays tout seul. Et troisième point D, c'est qu'il ne faut pas discriminer les alliés. C'est-à-dire, vous, les Européens, il ne faut pas discriminer les alliés de l'OTAN, comme par exemple le Maroc, comme la Tunisie, comme certains États. Je pense aujourd'hui, nous sommes dans cette situation qui demande aujourd'hui aussi de faire une relecture. Aujourd'hui, lorsque la Chine est en train de se repositionner sur la politique de défense et de sécurité avec des missiles balistiques de portée nucléaire, les Européens ne font rien. Par exemple, aujourd'hui, on parle des missiles balistiques russes avec un bac 50, un bac 15, c'est-à-dire des missiles balistiques très puissants. Donc, on peut comprendre cette logique américaine de reconfiguration de son schéma d'architecture de défense. Par exemple, récemment, les Américains ont décidé de faire un retrait stratégique de leurs appareils patriotes en Arabie Saoudite, en Irak, au Koweït et même en Jordanie, avec le système THAAD, c'est un système de défense très puissant satellitaire avec des satellites géostationnaires. Donc, tout ça montre vraiment qu'il y a une certaine chose qui est en train de se préparer, que les Américains voient dans ce multilatéralisme sécuritaire une certaine perte de temps. Parce que les Européens aussi, il ne faut pas oublier que les Européens sont en train de mettre en place le système SCAF, comme les Anglais en train de mettre en place un système, comment il s'appelle, système aérien de combat furtif. Donc c'est un système très puissant et que les Américains sont très intéressés. Lorsqu'on voit le développement des avions furtifs, par exemple F-35 avec Sukhoi 35, on voit aussi qu'il y a une volonté de la Russie de se repositionner avec la Chine dans un projet Shanghai militaire très puissant pour contrer les Américains. Les Européens ne font rien jusqu'à maintenant. Ils sont dans l'incohérence, ils sont dans dans certaines situations qui qu'ils n'ont pas une visibilité stratégique militaire. Ils n'ont pas vraiment ils sont pas vraiment fidèles à la conception stratégique de l'OTAN, qui gestion de crise, qui une coopération sécuritaire collective, la sécurité collective et aussi la sécurité coopérative. La sécurité coopérative, c'est un autre chemin, c'est un autre volet qui est très important dans la conception stratégique de l'OTAN. Aujourd'hui, tout ça fait défaut. Et je pense que cette désunion que je suis en train de voir, que l'OTAN n'a pas d'avenir. Je ne parle pas sur le moyen terme, bien sûr, je parle sur le long terme. Il n'y a pas d'avenir parce qu'il y a des ambitions, des ambitions et aussi des conceptions stratégiques différentes des États européens et aussi avec les Américains qui sont en train de regarder certains espaces et environnements géopolitiques avec une autre façon qui est totalement différente des Européens. Donc les Américains, Hafid Boutaleb, selon la nouvelle doctrine américaine qui est écrite dans les rapports de leurs différents services et institutions. Excusez-moi, pour terminer, cet environnement, par exemple, cette dynamique géopolitique que connaît le Royaume du Maroc avec la reconnaissance américaine des provinces du Sud, la reconnaissance américaine de la Marocaine et des provinces du Sud, aujourd'hui l'Europe, comme il l'a dit un responsable marocain, c'est qu'aujourd'hui l'Europe doit sortir de ce reconfort. De ce confort de diplomatique. On peut comprendre aujourd'hui même cette situation antagoniste cette crise entre le Maroc et l'Espagne dans cette configuration de l'OTAN, de la reconfiguration du schéma de défense et de sécurité. Les Espagnols, ils ont peur de perdre plusieurs bases militaires au profit des Marocains. Je parle des bases militaires américaines. Donc on parle d'une restructuration de défense à l'échelle de l'ordre mondial pilotée par les Américains, mais aussi parce que les Européens n'arrivent pas à concevoir avec une stratégie cette dynamique géopolitique que connaît la région du nord d'Afrique, parce qu'on parle de la Méditerranée, on parle d'un détroit de Gibraltar où 65% du commerce international passe, et on part avec une jonction de l'Atlantique. Un espace qui est très important. On va retenir, c'était pas la zone de confort, mais la zone d'inconfort, parce qu'on peut parler de la zone d'inconfort européenne. Alors, Hafid Boutaleb, la nouvelle doctrine américaine, selon les documents qui sont produits par leurs institutions de défense, ils envisagent de quitter l'OTAN en 2040. Alors la création, c'est vrai que c'est un peu anachronique, ça remonte à l'époque du bloc soviétique, mais là maintenant on se retrouve avec la situation un peu particulière, qui est le russe qui est un peu plus offensif,
plus offensif. On a vu ce qu'il a fait en Crimée, en Ukraine, ce qu'il est en train de faire toujours dans la même région. On voit que la Chine s'invite et qu'elle arrive et qu'elle est en train d'arriver dans les mers chaudes aussi. Et l'Europe, l'Europe avec toujours groggy, je pense, avec l'histoire du Brexit. Comment vous voyez la défense future de l'Europe? Justement, parlant du Brexit. Brexit. S'il a vraiment besoin d'une défense, parce que je ne sais pas si En parlant du Brexit, alors déjà rapidement pour répondre à votre question, c'est toujours l'approche transactionnelle. L'Europe doit payer les puissances. Parce que aujourd'hui, il y a quoi en Europe comme puissance militaire? La première, c'est la France. Et la France, ça reste une puissance militaire, mais ça ne pèse pas beaucoup face aux géants du monde. Voilà, alors c'est bon, ça s'arrête là. Et donc, au final, on se retrouve avec une puissance militaire de taille moyenne au sein de la première économie du monde, puisque c'est l'Union européenne, la première économie du monde. Et puis, donc, il y a un besoin impérieux d'assurer sa sécurité et des divergences de vues considérables en termes de sécurité commune et d'armement commun. Et ce qui pousse, donc, à l'avenir, ce qui va pousser les Européens à devoir payer. Donc, effectivement, les États-Unis n'ont pas intérêt à voir l'Europe s'échapper vers la Chine, certainement pas vers la Russie, mais vers la Chine. Donc, à moyen terme, aujourd'hui, l'OTAN est nécessaire. Mais il n'est pas certain qu'il quitte en 2040. Tout cela, c'est des négociations en profondeur. C'est faire encore plus la pression. Est-ce qu'elle a encore une utilité sur Bruxelles? Le traité oui, c'est la puissance américaine. Rapidement, pour revenir à ce que vous disiez, le Brexit. Aujourd'hui, concrètement, pour négocier avec l'Union européenne, à partir de Washington, il suffit d'une alliance Royaume-Uni-États-Unis pour un petit peu avoir une sorte d'avatar de l'OTAN. Beaucoup moins, mais une efficacité quasiment similaire. Puisque c'est transatlantique, c'est des deux côtés, ce sont deux pays anglo-saxons qui sont historiquement très proches. Il suffit de mettre en place un traité commun et puis c'est bon. Mais bien sûr, remettre en cause toute l'historique de l'OTAN, c'est quasiment pas possible. Il faut rappeler, il y a une présence militaire aujourd'hui très importante en Allemagne et des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et les Allemands souhaitent que cette présence continue, comme les Espagnols souhaitent que cette présence continue. Donc les Européens veulent l'Amérique. Et aujourd'hui, c'est vraiment des négociations. Alors ils veulent de l'Amérique, mais ils veulent aussi avoir une ambition de puissance mondiale avec une monnaie commune qui gêne l'Amérique. Donc c'est cette équation-là qu'il va falloir résoudre. C'est un peu la contradiction européenne qui gêne les Américains. Oui, alors Trump l'a dit clairement. On peut s'imaginer peut-être, ça semble difficile, mais on est dans un plateau, on peut un peu s'imaginer qu'en échange d'une sécurité commune, il va falloir peut-être abandonner la monnaie commune. Et donc là-dessus, ça sera peut-être vers ça qu'on va s'orienter. C'est ce que veulent au fond les États-Unis. Et donc ce que je vous disais, l'Union européenne, est-ce qu'elle n'est pas en train d'éclater? Vous m'avez dit non, mais finalement, s'ils doivent non, la monnaie commune, ça ne veut pas dire la fin de l'Union européenne. Il y a plusieurs programmes, il y a le Parlement européen. Non, ça ne veut pas dire. Mais abandonner la BCE et la monnaie commune, peut-être la BCE pourrait rester pour un effort de coordination, mais la monnaie commune pourrait peut-être être revue. Le travail de Christine Lagarde aujourd'hui de défendre l'euro. Oui, il faut voir, mais ça c'est des conjectures. On parle comme ça, mais après, aujourd'hui, les États-Unis sont dans une stratégie d'encerclement. C'est la logique de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. C'est la logique ils ont poussé vers le Brexit. Cambridge Analytica, c'était aux États-Unis. Ils ont poussé vers le Brexit. Donc il y a une stratégie d'encerclement de l'Union européenne, comme il y a une stratégie d'encerclement de la Russie, l'Europe de l'Est. C'est un pivot dans cette stratégie de double encerclement et de la Russie et de l'Union européenne. Ils sont membres de l'UE, mais ce sont des chevaux de Troie d'une certaine manière. Surtout, on parle de la Pologne et de la Hongrie. Et donc finalement, on se retrouve dans une situation où effectivement la volonté de puissance de l'UE, comme on l'a dit tout à l'heure, est véritablement chimérique. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu suffisamment de subtilité et d'habileté à Bruxelles pour comprendre que le rôle et l'importance d'un pays comme le Maroc aux portes de l'Union européenne, peut-être qu'il ne fallait peut-être pas arriver jusque-là. Alors, il nous reste 2 minutes, Cheikh Ouroudani, pour faire le prolongement de ce que dit Hafid Boutaleb sur l'encerclement de l'Europe par les Américains. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Finalement, les Américains, on a l'impression qu'ils s'éloignent de l'Europe
pour s'installer en Afrique. Alors, le point d'entrée, ils ont un point d'entrée encore à la Corne de l'Afrique, on connaît, c'est Djibouti, puis en Afrique du Sud, et maintenant c'est au niveau du Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie d'encerclement, de contournement de l'Europe, ou alors d'assurer eux-mêmes la sécurité au niveau du Sahel? Et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur la Libye, en entrant par le Sahara, et c'est ça qui fait qu'ils ont reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire. Écoutez, moi je pense aujourd'hui, nous sommes dans une restructuration de l'ordre mondial, nous sommes dans une dynamique de remodélisation des axes stratégiques à l'échelle internationale. Ça ne date pas, donc je pense même coronavirus, il a accéléré cette reconfiguration, cette remodélisation. Je pense aujourd'hui que les Américains commencent à revoir les choses d'une autre manière. Depuis, ça date pas de Donald Trump, mais de Barack Obama lorsqu'il a mettre ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie. Donc aujourd'hui, l'Asie, c'est après les États-Unis, il y a les 3 produits intérieurs bruts les plus puissants à l'échelle internationale. Je pense aujourd'hui l'Afrique connaît des métamorphoses sécuritaires, connu une certaine mise en place de nouvelles stratégies. Le Maroc aujourd'hui, je pense avec ces manœuvres militaires et cette relation bilatérale si puissante avec Washington, et comme il a dit même Mike Pompeo lorsqu'il a visité le royaume du Maroc, il a dit que la sécurité du Maroc, c'est la sécurité de Washington, comme la sécurité de Washington, c'est la sécurité du Rabat. Donc je pense aujourd'hui que le Maroc pour rappel, Mike Pompeo, quand il était là, a été visiter le patron de la DGST à la DGST. Effectivement. Ce qui veut dire... et donc on peut comprendre même la visite de Jacques Sullivan. Donc il y a le Maroc, je pense, il a dans une schéma de piloter la sécurité en Afrique à part l'aide des États-Unis. Donc nous sommes dans une situation qui permettra vraiment de l'Afrique de ressusciter, de se retrouver dans une situation aussi différente, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'antagonisme qui existe de la Chine, la Russie et certains pays européens, la France, le retrait de la France du Mali, donc on comprend qu'il y a une logique géopolitique qui est en train de s'installer en faveur d'une logique sécuritaire qui va permettre au Maroc de piloter cette sécurité à l'échelle du continent. On va en rester là. Merci à vous deux, Hafid Boutaleb, Sharqa Ouroudane, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.